Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer d'entamer la cétose de dépérissement. Donc la cétose de dépérissement, elle fait partie de la cétose de type 1 primaire. Donc cette forme de cétose se caractérise par deux phases essentielles. La première phase, c'est la phase de début, ou bien on l'appelle aussi les prodromes. D'accord? Les prodromes. Alors, la phase de début est caractérisée essentiellement par des troubles du comportement alimentaire. Par quoi se caractérisent ces troubles de comportement alimentaire? Par une baisse très importante de l'appétit. Des fois, on a ce qu'on appelle un appétit sélectif. C'est quoi un appétit sélectif? C'est que la vache va choisir ses aliments. Et généralement, la sélection, elle se fait au détriment du concentré, de l'ensilage, en faveur de quoi? Des fibres et du fourrage. C'est-à-dire qu'on va avoir une vache qui va préférer les fibres et le fourrage. Elle va délaisser les concentrés et l'ensilage. Donc, elle ne voudra plus consommer ni de concentré ni de l'ensilage. Mais elle reste toujours à consommer des fibres et du fourrage. Mais généralement, même la quantité de fourrage et de fibres qu'elle va ingérer est diminuée. Donc c'est parmi les premiers signes qui vont nous orienter vers une cétose de dépérissement. Des fois, l'animal peut présenter un véritable pica. Alors le pica, c'est quoi? C'est une déviation du goût. C'est une déviation. C'est-à-dire qu'on va avoir des vaches qui vont s'orienter vers leur matière fécale, et ils vont délaisser carrément la nourriture. C'est des cas qui peuvent arriver, ils sont rares par rapport au type sélectif, au type d'alimentation sélectif, mais ça existe. Donc on peut avoir des cas de pica, caractéristiques des cétoses de dépérissement. Ça c'est la phase de début, qui généralement n'est pas bien détecté par l'éleveur ou bien par le vétérinaire. Pour nous, toute vache après velage, elle a tendance à baisser sa consommation et automatiquement ça ne pose pas beaucoup de problèmes, mais il peut s'agir d'un signe, d'un prodrome, d'une cétose de dépérissement. D'accord? Surtout si ce prodrome intervient dans la fourchette de 2 à 6 semaines après le part. Parce que vous vous souvenez que la cétose de type 1 ou primaire, la cétose de type 1 en général, elle se déroule entre 2 et 6 semaines. 2 à 6 semaines après le part. Donc si vous avez généralement une baisse d'appétit ou un appétit sélectif avec présence de pica, pensez au problème de cétose de dépérissement. La deuxième phase qui caractérise toujours cette cétose de dépérissement, c'est la phase d'état. Alors la phase d'état, elle est caractérisée par quoi? Par la première des choses à remarquer, généralement c'est le signe majeur de toutes les pathologies postpartum, c'est la chute progressive de la production laitière, jusqu'à 25%. D'accord? Mais il faut noter que cette chute, elle est vraiment progressive. Hein? Ça veut dire qu'on va avoir une chute de jour en jour. Ce n'est pas une chute brutale, comme on l'avait vu par exemple lors d'une réticulopéritonite traumatique. Là, c'est une chute vraiment progressive, mais elle peut atteindre jusqu'à 25% de réduction. Donc, au bout de 3-4 jours, voire une semaine. Mais c'est une chute de production qui est touchée par l'éleveur. Hein. Donc, l'éleveur, c'est la première des choses qu'il remarque. C'est la chute de la production laitière. Et c'est bien parce que ça fait partie des signes d'appel, des signes d'alarme pour l'intervention du vétérinaire. Ça, c'est très important. Nous avons aussi comme signe lors de la phase d'état, c'est le ralentissement de la motricité du réticulum rumen. Et donc, j'attire votre attention sur le ralentissement de la motricité du réticulum rumen, qui est généralement diagnostiqué comme indigestion. Et nous avons toujours
lors de notre intervention, lorsque nous avons un ralentissement de la motricité du réticule rumen, nous avons un diagnostic d'indigestion. Et on traite en fonction de l'indigestion, on traite en fonction de cette diminution de la motricité du réticule rumen comme un diagnostic d'indigestion. Et vous voyez maintenant que le ralentissement de la motricité réticulo-humaine n'est qu'un signe d'une pathologie plus importante qui est la cétose de dépérissement. D'accord? Donc il faut faire très très attention. D'ailleurs, tout ralentissement de la motricité du réticulo-rumen autour de 2 à 6 semaines va automatiquement nous faire penser à la cétose de dépérissement chez, bien sûr, la vache laitière haute productrice. Pluripare. Donc, n'oubliez pas les facteurs de risque. Donc, il faut faire très très attention. Après 2 jours d'évolution, les symptômes généraux apparaissent. Et là, carrément, c'est l'expression clinique de la cétose. Alors, quels sont ces symptômes généraux qui apparaissent après 2 jours? Nous avons donc de l'hypotonie. Ça veut dire que c'est un animal qui refuse de se déplacer ou qui a des difficultés à se déplacer. L'hypotonie, vous savez pourquoi elle est due à un manque d'énergie et des cellules musculaires, et donc automatiquement l'animal a des réticences dans le déplacement. Nous avons aussi de l'abattement, donc qui est généralement dû aussi à un problème de substrat énergétique pour le déplacement et pour toutes les fonctions. Nous avons aussi un amaigrissement rapide, et vous savez pourquoi. Parce qu'il y a une lipolyse pour avoir des acides gras et pour donc former de l'énergie. D'accord? La lipolyse, plus elle est intense, plus l'amaigrissement est rapide. Donc c'est un signe très très important. Et c'est pour cette raison qu'il faut toujours poser la question sur le BCS lors du tarissement. Et lors du tarissement, et l'évolution de ce BCS. Donc si on voit un BCS qui entre le velage et 2 semaines, 3 semaines après le velage, donc qui diminue plus supérieur à 0,5 points, là c'est un problème. D'accord? D'où l'importance de savoir le BCS au moment du velage et au moment du tarissement. Ça, c'est très important. Donc, on peut avoir un amaigrissement rapide suite à la lipolyse et la libération des acides gras, donc les triglycérides puis les acides gras. Les troubles nerveux sont inconstants. Les troubles nerveux lors de la cétose de dépérissement sont inconstants. Alors, les signes nerveux, on va les voir dans la forme nerveuse. On peut avoir des fasciculations, on peut avoir une incoordination motrice, mais c'est très très rare de voir ces signes lors de cétose de dépérissement. Donc 80 à 90% des cas, la vache guérit de cette cétose en 2 à 15 jours. Et on l'avait dit que la cétose de type 1 était moins grave, elle était plus gérable que la cétose de type 2 qu'on va voir par la suite. D'accord? Mais, j'attire votre attention sur le point suivant. La courbe de lactation ne redevient jamais à un niveau normal. Et on l'avait vu, si vous vous souvenez, lors de l'hypocalcémie. Pourquoi? Tout simplement, je vais donner l'explication, parce que j'ai eu une question sur ça. L'explication, elle est très très simple. Toute atteinte de l'état général lors du démarrage de la lactation va automatiquement entraîner la non-atteinte du pic, premièrement, et la lactation qui ne revient jamais. D'où l'importance. C'est pour cette raison que les éleveurs ont toujours tendance à remarquer et à bien gérer le début de lactation. Parce que le début de lactation, c'est le facteur le plus important dans la poursuite de la lactation et la lactation qui va en découler. D'accord? Donc, toute atteinte au niveau de ce début de lactation va entraîner un chamboulement dans le pic de lactation et donc dans la lactation en général. D'accord? Et c'est pour cette raison qu'il faut essayer d'éviter au maximum les pathologies postpartum, les pathologies au début de lactation, pour ne pas avoir
d'écrasement du pic de lactation. Ça, c'est très important. La deuxième forme, toujours dans les cétoses de type 1, primaire, donc c'est la cétose nerveuse ou la forme nerveuse. Toujours dans la cétonémie ou la cétose de type 1, primaire. Il faut savoir que la cétose nerveuse, elle est plus rare. Et on va voir que généralement, elle représente 10%. Alors que la cétose de dépérissement, elle représente les 90%. Donc vous voyez que la cétose de dépérissement, elle est plus importante et elle est plus fréquente que la cétose nerveuse. D'accord? Ou la forme nerveuse. Donc, la cétose nerveuse, par quoi elle est caractérisée? Elle est caractérisée par des signes qui apparaissent souvent soudainement. D'accord? Alors que les cétoses de dépérissement, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu qu'elles passaient par deux phases essentielles. Les phases de départ et la phase d'état. La cétose nerveuse, non. C'est une cétose qui se développe souvent soudainement. Et elle est caractérisée par des signes nerveux. Alors, les signes nerveux, chez les ruminants, en général, nous avons des signes évocateurs d'une atteinte nerveuse. C'est la marche en cercle. C'est un animal qui tourne autour de lui. C'est la marche en cercle. Donc, il marche et il fait des tours. D'accord? Nous avons de l'hypermétrie. Alors, l'hypermétrie, c'est quoi? C'est une incoordination motrice. Caractérisée par quoi? Par des mouvements involontaires, des mouvements qui sont exagérés. Soit une flexion exagérée, soit une rotation exagérée, soit c'est un animal qui a une mauvaise appréciation des distances, il s'arrête là où il ne faut pas, il peut buter sur des objets, il peut buter sur le mur, donc c'est de l'hypermétrie. Nous avons aussi de l'ataxie, surtout de l'ataxie du train postérieur. Et donc c'est un animal qui vacille son train postérieur et il n'a pas donc la capacité de coordonner entre la démarche et le train postérieur. Nous avons aussi de la position de self-auscultation et on avait bien expliqué que le self-auscultation n'avait aucune relation avec le terme, c'est-à-dire self-auscultation. Ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui pensent que self-auscultation c'est l'animal s'ausculte sur au niveau de la région où il a mal. Là il n'y a pas de région où il a mal. Là c'est une pathologie métabolique. Donc self-auscultation c'est quoi? C'est tête retournée sur l'abdomen. هذا هو l'abdomen. Donc نحيو لي العفسه هذيك تاع self-auscultation. C'est un animal qui s'ausculte tout seul. C'est-à-dire, on est arrivé à un certain moment et l'animal, il vous montre le point du mal. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Self-auscultation, c'est une tête retournée sur l'abdomen. Retournée sur l'abdomen, c'est dû à l'abattement, c'est dû à des problèmes nerveux. C'est pas l'animal qui va vous orienter vers la partie où il a mal. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Nous avons aussi de l'amorose. Alors l'amorose c'est quoi? C'est une cécité d'origine centrale, sans lésion de l'œil. C'est une cécité d'origine centrale. Centrale, ça veut dire qu'il y a une atteinte au niveau du centre de la vision, sans lésion de l'œil. Donc il y a ni kératite, ni uvéite, ni conjonctivite, ni rien du tout. Lorsqu'on voit l'œil en lui-même, il n'y a pas d'anomalie. Il n'y a pas d'anomalie, mais l'animal ne voit pas. Donc, c'est une cécité d'origine centrale, c'est l'amorose. Nous avons aussi de l'hyperesthésie. Alors, l'hyperesthésie, c'est quoi? C'est une réaction exagérée à toute stimulation. C'est de l'hyperesthésie. Donc, l'animal, on a l'impression qu'il a peur de tout. Donc, dès qu'on se rapproche, il a des réactions un petit peu bizarroïdes. Et donc, c'est de l'hyperesthésie. Nous avons aussi des mouvements de mastication avec hypersalivation. Ça, c'est la forme la plus fréquente dans la forme nerveuse de la cétose nerveuse. Donc, nous avons des mouvements de mastication comme si l'animal mastiquait, mais c'est une mastication avide et ce qui va engendrer une hypersalivation aussi. Donc, c'est une forme qui se développe dans 10% et on avait dit que c'était très rare. Elle était très rare par rapport à la forme de dépérissement. 10% des cas de cétose. Ça, c'était la cétose nerveuse. Donc, nous avons terminé avec la cétose de type 1.
et on l'avait expliqué sur le plan pathogénique et physiopathologique comment le type 1 s'installait. Maintenant, on va essayer de voir la cétose de type 2. La cétose de type 2. L'insmouha, communément le syndrome de la vache grasse. Le syndrome de la vache grasse. Donc, si vous voyez toujours cétose de type 2, toujours c'est le syndrome de la vache grasse. Et on va voir pourquoi elle a été nommée comme ça. Donc, on l'a déjà évoqué lors des vidéos précédentes, mais on va essayer de voir en détail tout ça. Donc, sur le plan physiopathologique, par quoi est caractérisée la cétose de type 2? Donc, la cétose de type 2 se développe lorsqu'une forte quantité d'AGNE, donc d'acide gras non estérifié, est délivrée au foie. Et dans ce cas, donc vous vous souvenez, plus d'AGNE sont libérés, normalement, plus de corps cétoniques sont produits. D'accord? Et d'autant plus que si l'animal est en état d'engraissement très très important, la quantité d'AGNE va être augmentée. C'est pour cette raison qu'on parle de syndrome de la vache grasse. Donc plus notre vache est grasse, plus son BCS est augmenté au moment du velage, plus la libération d'AGNE est augmentée. D'accord? Et donc, ce qui nous ramène à dire que les cétoses de type 2, quelles sont les vaches qui vont être prédisposées à faire des cétoses de type 2? Ce sont les vaches grasses. D'accord? Moi, je dirais grasses, mathématiquement, c'est des BCS supérieurs à 4 au moment du velage. D'accord? Parce que vache grasse, c'est subjectif. Mais BCS supérieur à 4, c'est tout le monde qui le connaît. D'accord? Donc, c'est des vaches qui ont un BCS supérieur à 4 au moment du velage qui seront plus prédisposés. Pourquoi? Parce que leur catabolisme va entraîner une libération très très importante d'AGNE et le foie, il va être dépassé, on va le voir. Elle est caractérisée aussi par l'utilisation de ces AGNE par les mitochondries des cellules hépatiques est moindre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, la CPT1 est inhibée dans ce cas. Pourquoi? Parce que la glycémie est élevée en début d'évolution. D'accord? La glycémie est élevée en début d'évolution. Et on avait dit que si la glycémie était élevée au début d'évolution, la CPT1, elle était inhibée par quoi? Par une concentration en citrate très très importante et en malonyl-CoA très très importante. Donc si au début, donc les AGNE dans ce cas, ils vont être réorientés vers quoi? Vers la formation de triglycérides au niveau du foie. Et donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'accumulation au niveau du cytosol de triglycérides et la genèse de ce qu'on va appeler la stéatose hépatique. D'autant plus que, on l'avait dit dans la vidéo précédente, que les capacités à produire des VLDL, alors les VLDL c'est quoi? C'est des lipoprotéines, very low density lipoproteins. Et les very low density lipoproteins, c'est des protéines qui sont responsables du transport des acides gras ou des triglycérides du foie vers la circulation sanguine. D'accord? Vers la circulation sanguine. Et donc, si il y a des VLDL, les acides gras qui sont formés en triglycérides au niveau du foie peuvent être transportés du foie vers la circulation sanguine. Ce qui va permettre un dégorgement du foie et une libération d'une certaine quantité d'acides gras à partir du foie. Mais chez les ruminants, le plus grand problème. Premièrement, la capacité de la production des VLDL, elle est faible par rapport au monogastrique. D'autant plus que cette faiblesse, elle est plus accentuée au début de lactation. Au début de lactation. D'accord? Donc, les ruminants,
ont de faibles capacités à produire les VLDL, surtout en début de lactation. Donc la voie de dégorgement du foie, elle est minime chez les ruminants, ce qui va entraîner l'accumulation quasi permanente de ces triglycérides au niveau du foie et donc le maintien de la stéatose hépatique. Et on va voir que par la suite, que c'est cette stéatose hépatique qui va empêcher le clinicien à avoir des résultats très très intéressants lorsqu'il va essayer de traiter ce type de cétose, qui est le cétose de type 2. Et c'est pour cette raison qu'on dit toujours que la cétose de type 2, elle est plus dangereuse que la cétose de type 1, parce que il y a une atteinte hépatique. Le foie ne peut pas être réglé chez les ruminants. On va voir, ça c'était sur le plan physiopathologique, cétose de type 2 sur le plan physiopathologique. Maintenant, qu'est-ce qui va en découler? Donc, il se développe une stéatose hépatique, on avait dit, d'accord, une stéatose hépatique. La concentration hépatique en triglycérides peut alors augmenter de 5 à 25% en 48 heures. C'est énorme. Ce qui va automatiquement entretenir la stéatose hépatique, mais cache les VLDL chez les ruminants, donc la stéatose va rester. D'accord? Donc le syndrome de la vache grasse se développe dans les semaines qui suivent le part et résulte de l'incapacité du foie à produire du glucose. Voilà, passe par défaut de néoglucogénèse, suite à l'engorgement de ces cellules en triglycérides dans les dernières semaines de gestation. D'accord? Déjà, la stéatose va commencer les dernières semaines de gestation et elle va continuer lors de début de lactation. Et c'est pour cette raison que la cétose de type 2, on la rencontre plus précocement. C'est entre 3 et 35 jours postpartum. Donc, elle est vraiment précoce dans la première semaine postpartum. Par contre, la cétose de type 1, on avait vu qu'elle était plus tardive et qu'elle se rapprochait et qu'elle était en fonction du pic de lactation. C'est entre 2 et 6 semaines après le part. Alors que le type 2, ou le syndrome de la vache grasse, il était plus précoce. Il était plus précoce. Maintenant, quelle est l'expression clinique de cette cétose de type 2? Comment la reconnaître sur le plan clinique? Alors, l'apparition des signes cliniques est rapide et très rapide après velage. Donc, on avait vu que c'était entre 5 et 35 jours après velage. Alors que la cétose de type 1, elle était plus tardive, 2 à 6 semaines après le part. D'accord? On la rencontre chez qui? Chez surtout les multipares hautes productrices, c'est le même problème. Et il y a un facteur à rajouter, c'est l'état d'embonpoint trop élevé en sortie de période de tarissement. Et on avait dit que c'était des vaches avec des BCS supérieurs à 4 au moment du velage. Une autre forme qui vient d'apparaître ces dernières années, c'est des génisses ayant reçu un aliment trop énergétique pendant les 6 à 12 mois précédant le part. Donc, c'est des génisses sur lesquelles elles étaient gestantes et on avait donné un régime hyper énergétique 6 à 12 mois précédant le part. D'accord? Donc, il faut faire très attention. Ne dites jamais que c'est une génisse, elle ne peut pas avoir de... Moi, j'ai vécu ce problème. Hein. C'était une génisse d'importation. J'étais responsable de l'élevage. J'ai vu ce cas bien précis. C'était une génisse Holstein avec une alimentation trop énergétique et on avait des problèmes de surconsommation énergétique de l'alimentation. Et ben, cette génisse a développé une cétose de type 2, un syndrome de vache grasse. Pourtant, c'est une génisse. Donc, il faut faire très attention. Cette forme peut être rencontrée chez les génisses ayant reçu un aliment trop énergétique pendant les 6 à 12 mois précédant le part. Donc, je voulais
vous donner cette petite précision, et c'est un cas que j'ai vécu réellement, que j'ai vécu moi personnellement. Donc deux formes existent pour cette cétose de type 2. Donc deux formes existent. Quelles sont les formes? Premièrement, nous avons la forme aiguë. La forme aiguë, c'est la forme la plus rencontrée, c'est la plus fréquente. Alors les premiers signes sont peu caractéristiques. C'est comme toutes les pathologies postpartum généralement, ce qui fait que leur diagnostic précoce n'est pas fait, et donc on retombe dans toujours, c'est une vache qui ne s'alimente pas, on traite comme une indigestion, et c'est au 3-4e jour qu'on se ressaisit un petit peu et qu'on refait notre diagnostic. Donc la forme aiguë, les premiers signes sont peu caractéristiques, donc la vache est apathique, anorexique, souvent en décubitus, et là j'attire votre attention que le syndrome de la vache grasse fait partie du diagnostic différentiel de la vache, du syndrome de la vache couchée, du syndrome de la vache couchée. Donc faites attention, lorsque vous trouvez une vache en décubitus, surtout entre 5 et 35 jours postpartum, pensez à la cétose bien sûr sur une vache ou là une vache qui était à un BCS supérieur à 4 au moment du velage, ou bien c'est des génisses qui ont reçu beaucoup de concentré énergétique avant le part. Donc faites très attention. Vous pouvez avoir des vaches qui sont souvent en décubitus, et là tout le monde va s'orienter vers l'hypocalcémie alors que c'est une cétose de type 2. L'amaigrissement est important. Là, c'est un facteur. C'est des vaches, lesquelles BCS supérieur à 4 au moment du velage. Une semaine après, c'est des vaches qui descendent, carrément, je l'ai vécu, c'est des vaches qui descendent à 3, voire 2,75 en une semaine. Spectaculaire. Là, vous êtes sûr que vous êtes en train de vivre un cas de forme aiguë d'une cétose de type 2. D'accord? Et c'est pour cette raison que la variation du BCS, il est très important chez la vache. Il est très important. La production lactée est diminuée. Donc ça, c'est un signe commun. Donc la chute de la production laitière. Les ruminations et une atonie des réservoirs gastriques. Là, des fois, à la palpation transrectale, vous avez des matières fécales sèches, et des fois, vous ne trouvez même pas de matière fécale. Pas de matière fécale. Et généralement, donc directement, si on a une rumination, une atonie des réservoirs gastriques, on pense carrément à l'indigestion. Et on traite en fonction de l'indigestion. C'est après 2-3 jours, quand l'éleveur nous rappelle pour le même problème, on va essayer de refaire notre diagnostic. Généralement, les signes digestifs ne sont que secondaires. Dans ce cas bien précis. Alors, les muqueuses paraissent cyanosées et parfois elles sont ectériques. Ectériques pourquoi? Parce qu'il y a une atteinte hépatique, automatiquement. Là, lorsque vous avez des signes pareils, vous êtes mieux orienté. Mais des fois, vous avez des muqueuses qui ne paraissent pas ni cyanosées, ni ectériques. Et là, ça vous chamboule un petit peu, ça vous désoriente un petit peu. D'accord? Légèrement fébrile dans les premiers jours, vraiment, les premiers jours, fébriles, et ils deviennent très vite hypothermiques, donc en hypothermie. La plupart des cas que j'ai traités concernant la cétose de type 2, elles étaient en hypothermie. Vraiment, l'état fébrile, c'est dans les premiers jours. On peut aussi avoir une hypovigilance et une somnolence et coma. C'est les signes de quoi? D'une encéphalopathie hépatique. Alors, c'est quoi l'encéphalopathie hépatique? On va essayer de voir qu'est-ce que l'encéphalose hépatique. Alors, l'encéphalose hépatique, donc vous savez que le foie, c'est le lieu de détoxification. La détoxification qui nous intéresse dans ce cas bien précis, c'est la transformation du NH3 en urée. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'uriogénèse. Et donc l'NH3 en urée, il se fait au niveau hépatique. D'accord? L'NH3, il peut
arriver au niveau du foie par la veine porte, quand il s'agit d'un H3 ruménal, un H3 alimentaire, comme il peut venir du catabolisme protéique, et dans ce cas, il est associé à l'acide glutamique pour former de la glutamine, et il est libéré au niveau du foie, où il va être donc couplé, et il va donc subir un phénomène de détoxification en formant de l'urée. Maintenant, si le foie est atteint, cette détoxification ne peut pas se faire. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un problème d'hyperammoniémie, c'est que l'NH3, il va être libéré par le foie sous forme d'un H3 parce que l'urée ne peut pas se faire, d'accord? Et l'NH3, il a une fâcheuse habitude, c'est qu'il aime le tissu nerveux. Il l'adore. Donc il va directement où il va entraîner une intoxication cérébrale par le NH3, l'ammoniac. C'est ce qu'on appelle l'encéphalose hépatique ou l'encéphalopathie hépatique. Voilà. Donc des fois, c'est vraiment dans les cas extrêmes. Hein. Et si vous avez des problèmes d'encéphalopathie hépatique, le pronostic va s'assombrir encore plus. Ça, c'était pour la forme aiguë. C'est la forme la plus rencontrée, hein, donc la plus fréquente. Il existe aussi une forme subaiguë. La forme subaiguë, les signes cliniques sont plus atténués. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que c'est des vaches qui vont faire des troubles soit métaboliques, soit infectieux, qui constituent des complications du syndrome de la vache grasse. Donc, pour la forme subaiguë, c'est des signes plus atténués avec des vaches qui vont automatiquement développer soit des troubles métaboliques ou infectieux. Ça fait partie de ce qu'on appelle les complications du syndrome de la vache grasse. Parmi les complications du syndrome de la vache grasse, nous avons la cétose, donc cétose de type 2, la forme subaiguë. Nous avons le syndrome de la vache couchée, il faut faire très attention dans le diagnostic différentiel des hypocalcémies. Nous avons le déplacement de la caillette, la rétention placentaire, métrite et les mammites. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les formes subaiguës, c'est des vaches prédisposées avec un BCS supérieur à 4 et qui font des formes subaiguës plus atténuées, donc plus atténuées sur le plan symptomatologique, mais qui développent quasi systématiquement soit des problèmes infectieux, soit des problèmes métaboliques par la suite. Les rétentions placentaires, les métrites, les mammites, les affections podales. Et l'évolution, généralement, se fait vers la guérison pour la forme subaiguë. Contrairement à la forme aiguë, qui est la plus importante. Donc, ça, c'est la moins fréquente. Hein, d'accord? Donc, l'évolution, plus souvent vers la guérison, avec, ça, il faut le remarquer, hein, avec une perte de poids très, très importante. Et cette perte de poids très importante, elle va donner par la suite des problèmes de troubles de fertilité et des défauts de gestation par la suite. Généralement, c'est des vaches qui ne pourront plus se reproduire par la suite. Ils ont toujours des problèmes de fertilité, des kystes folliculaires, des chaleurs silencieuses et des défauts de gestation par la suite avec des mortalités embryonnaires, soit tardives, soit précoces et ainsi de suite. Ça, c'était pour la forme subaiguë. Passons maintenant à une autre forme. Donc, tout ça, c'était l'acétonémie clinique. Et généralement, je le dis toujours, l'acétonémie, tout ce qui est clinique, tout ce qui est affection clinique, elle est plus gérable. Pourquoi? Parce que l'animal va automatiquement exprimer sa maladie. On a des signes évocateurs de cette pathologie, on la gère mieux. Mais des fois, nous avons ce qu'on appelle des formes subcliniques ou des formes qui n'ont pas une symptomatologie caractéristique de l'acétonémie. C'est ce qu'on appelle l'acétonémie subclinique. Et l'acétonémie subclinique, ces dernières années, constitue la problématique majeure dans les élevages bovins laitiers. L'acétonémie subclinique. Donc, l'acétonémie subclinique va toucher les multipares hôtes productrices dans les 6 premières semaines de lactation, hein, donc à l'approche du pic de lactation. Cette acétonémie subclinique évolue en 2 à 15% vers l'acétonémie clinique. Donc vous voyez que elle peut commencer par une subclinique et 2 à 15% vont vers la forme clinique.
Mais les autres formes de l'acétonémie subclinique vont connaître des pertes économiques directes et indirectes. Et c'est là où va résider le plus grand problème. Si l'acétonémie clinique peut tuer l'animal, l'acétonémie subclinique va tuer l'élevage. Et on va voir que l'acétonémie subclinique a des répercussions sur la production, la productivité de l'animal et de l'élevage en général. On va s'étonner de l'effet de l'acétonémie sur les différents paramètres de la reproduction et de la production. D'accord? Donc, au-delà d'un certain seuil de corps cétonique dans le sang, la vache va exprimer ses signes cliniques. Donc, l'acétonémie subclinique, généralement, c'est des taux de corps cétonique qui vont donner des problèmes de production et de reproduction, mais qui n'arrivent pas à un seuil pour que la vache développe des signes cliniques de l'acétonémie. C'est pour cette raison qu'on parle d'acétonémie subclinique. Elle est détectée grâce à des tests rapides pouvant être réalisés directement en élevage. Et là, j'attire votre attention sur, on va le voir lorsqu'on va aborder le problème de diagnostic, que les tests réalisés directement en élevage ont une importance majeure pour la détection de l'acétonémie subclinique. Et donc, si vous détectez une subclinique à temps, vous allez éviter l'évolution à 2 à 15% des cas en clinique, mais vous allez régler beaucoup de problèmes de production et de reproduction qu'on va voir. Donc, les tests rapides sont très intéressantes, surtout dans les grands élevages. Donc, quels sont ces tests rapides? Nous avons le dosage des corps cétoniques dans le lait, le sang et l'urine. Le sang, le lait et l'urine. Il faut savoir que le dosage au niveau du lait, c'est le plus intéressant. C'est le plus rapide et c'est le plus intéressant. D'accord? On va essayer de voir, lorsqu'on va aborder les problèmes de diagnostic, comment se fait le dosage des corps cétoniques au niveau du lait, essentiellement, et au niveau des urines. D'où l'intérêt économique très important de ces tests. Il nous permet de détecter tout ce qui est subclinique, donc l'acétonémie subclinique. Ça nous permet d'éviter les 2 à 15% d'acétonémie clinique. Et il nous permet de prévenir les problèmes de production et de reproduction qui sont dus à l'acétonémie subclinique. Alors, maintenant, quelle est l'importance, vous allez me dire, quelle est l'importance de l'acétonémie subclinique en élevage laitier? Alors, pourquoi on a peur? On a tellement peur que de cette acétonémie subclinique. Donc, ce qui va nous mener à étudier l'importance de l'acétonémie subclinique en élevage laitier. L'acétonémie subclinique sur l'élevage laitier. Donc, premier paramètre qui va être touché par cette acétonémie, c'est l'acétonémie subclinique et la production laitière. La production laitière, ça veut dire c'est la quantité. D'accord? Quantité. Il faut savoir qu'une acétonémie subclinique va entraîner une perte de 1 à 1,4 kg de lait par vache et par jour. C'est une perte qui va être estimée à 4,4 à 6% de la production laitière journalière. Ça, c'est énorme pour un producteur de lait. C'est énorme. Donc, chute de production de 1 à 1,4 kg de lait par vache et par jour, ce qui est l'équivalent de 4,4 à 6% de la production laitière journalière. Ça, c'est le premier point. Donc, acétonémie va entraîner automatiquement une diminution de la production laitière. Une acétonémie clinique et ses conséquences sur la production de lait. Deuxième paramètre, toujours dans le lait, c'est l'acétonémie subclinique et ses conséquences sur la constitution du lait. Donc, c'est la qualité. D'accord? La qualité. Alors, l'acétonémie est caractérisée par quoi? Par un taux butyreux augmenté. C'est-à-dire qu'on va avoir une matière grasse élevée. D'ailleurs, pour différencier entre une acétonémie et une acidose, qu'est-ce qu'on fait? On dose le rapport matière grasse sur protéines. Si on a un rapport matière grasse protéique élevé, on est dans un cas de cétose. Si on a une matière grasse protéine diminuée, on est dans un cas d'acidose. Directement, c'est pour vous montrer un petit peu l'importance du dosage du rapport matière grasse sur protéines.
Alors le taux butyreux augmenté. Pourquoi il est augmenté? Vous le savez très bien. Parce que nous avons une lipomobilisation très importante. Et vous savez que une partie très importante des matières grasses du lait sont constituées à partir des triglycérides qui proviennent de la lipolyse. Et donc plus il y a de la lipolyse, plus il y a des acides gras libres, plus il y a de la matière grasse au niveau du lait. Ce qui va expliquer le taux butyreux qui est augmenté. C'est dû à la biodisponibilité du BHB et des AGNE, donc le BHB, bêta-hydroxybutyrate, qui va constituer aussi un apport, un support dans la fabrication des acides gras du lait. Et nous avons les acides gras non estérifiés, ça veut dire les acides gras libres. Et une diminution globale de la production de lait. Et pourquoi aussi la matière grasse, elle va augmenter? Parce qu'il y a une production globale, l'effet de concentration, dilution. Plus la production globale est diminuée, plus le lait devient concentré, plus les matières grasses vont augmenter. Mais je dis bien que c'est ce facteur qui entraîne le plus l'augmentation de la matière grasse du lait. Ça, c'est sur le plan taux butyreux augmenté. Le taux protéique est diminué. Pourquoi? Parce qu'il y a une diminution globale des apports énergétiques. Et vous savez que les protéines sont synthétisées au niveau du rumen par un apport énergétique. Et donc, puisqu'il y a une diminution globale des apports énergétiques, il n'y a pas assez d'énergie. L'azote ne peut pas se coupler avec cette énergie pour donner des protéines. Et donc, on va avoir automatiquement un taux protéique qui va être diminué. Et le rapport en général matière grasse sur protéines va augmenter par l'augmentation des matières grasses et la diminution de la matière protéique. Donc la qualité du lait, elle est chamboulée grâce à l'atteinte par une acétonémie subclinique. Autre paramètre qui va être touché et chamboulé lors de l'acétonémie subclinique, c'est l'acétonémie subclinique et ses conséquences sur la reproduction. C'est une influence très importante. Là, c'est comment l'acétonémie subclinique va léser les paramètres de reproduction. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une diminution des performances de reproduction, une augmentation significative de l'intervalle velage-insémination fécondante, c'est ce qu'on appelle les paramètres de fertilité. Et donc, l'intervalle velage, première insémination est lui aussi augmenté. Développement de kystes ovariens. Donc, tout ça va engendrer des problèmes de reproduction. Et vous savez que 80% des problèmes rencontrés au niveau du terrain sont d'ordre de reproduction. Donc, ayez toujours à l'idée que vous pouvez tomber dans des cas d'acétonémie subclinique avec des répercussions sur la reproduction. Donc, ça c'était l'acétonémie subclinique et ses conséquences sur la reproduction. L'acétonémie subclinique et le système immunitaire. Le système immunitaire. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que l'acétonémie subclinique jouait un rôle défavorable sur le système immunitaire. Par quoi? Par la diminution de la quantité de leucocytes sanguins. Et les leucocytes, vous savez que c'est les cellules de défense. La capacité phagocytaire des leucocytes et des neutrophiles est diminuée. La production de cytokines est diminuée. Et tout ça va entraîner automatiquement la prédisposition aux maladies infectieuses, telles que les métrites et les mammites essentiellement. Et les autres, bien sûr, affections aussi. C'est des vaches qui vont se retrouver faibles sur le plan immunitaire. Et donc, toutes les pathologies peuvent en découler. Quantité de leucocytes sanguins diminuer, la capacité phagocytaire diminuer, la production de cytokines. Et donc, les vaches vont être prédisposées aux maladies infectieuses. Essentiellement, les maladies du postpartum. Ça veut dire les métrites, les mammites et les affections podales essentielles. Donc, autre influence de l'acétonémie subclinique, c'est l'acétonémie subclinique et les maladies de production. Les maladies de production. Donc, l'acétonémie subclinique est-elle primaire ou se développe-t-elle suite au développement d'une métrite? Là, c'est une question qui a été toujours posée. Est-ce que la métrite peut engendrer secondairement une acétonémie, comme l'acétonémie peut engendrer une métrite par diminution du système immunitaire. Donc, les deux sont vrais. Donc, elle peut être primaire ou se développer d'une façon secondaire à une métrite. C'est aussi le cas de déplacement de la caillette.
parce que le déplacement de la caillette, il peut engendrer un phénomène de cétose secondaire, une cétose secondaire, comme la cétose, elle peut entraîner un déplacement de la caillette par l'augmentation des corps cétoniques au niveau sanguin. Donc, les deux approches sont possibles. Hein. Elle peut être soit secondaire à un déplacement de la caillette, ou le déplacement de la caillette qui est secondaire à l'acétonémie subclinique. D'accord? L'acétonémie subclinique. Mais ce qui est sûr, c'est que dans un élevage où il y a beaucoup de déplacement de la caillette, beaucoup de métrites, beaucoup de pathologies infectieuses, pensez toujours à l'acétonémie subclinique. Autre influence, c'est l'acétonémie subclinique et l'augmentation du taux de réforme en élevage. Et là, moi, ce problème, je l'ai vécu. Hein. Augmentation du taux de réforme, surtout pour les génisses d'importation et les secondes, voire troisième lactation. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de diminution de production laitière, diminution des performances de reproduction essentiellement. C'est le paramètre le plus important. Donc, c'est des vaches, on les ramène gestantes, elles mettent pas. Et par la suite, un taux très important de ces génisses ne reviennent ni en chaleur, ni dans la reproduction. Et donc, des fois, on est obligé de les réformer d'une façon précoce. Et c'est des pertes très importantes pour l'éleveur. C'est le point le plus important. Et ils disent toujours que les vaches d'importation ne reviennent jamais vers la reproduction. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a des erreurs dans l'alimentation essentiellement qui ont entraîné des problèmes d'acétonémie subclinique. On a aussi une augmentation des maladies de production. Les maladies de production, ça veut dire les mammites, les métrites, les pathologies podales, et tout ça va engendrer une réforme précoce de ces vaches dans l'élevage. Vous savez que normalement, les taux de réforme se situent aux alentours de 30% annuellement. Hein. Moi, j'ai vu des élevages où on est arrivé jusqu'à 40, voire 50% annuellement. C'était énorme. Hein. C'était énorme. Et donc, un élevage où on a un taux de réforme de 40 à 50% pour des problèmes de production, de reproduction et de pathologie, là, il faut revoir le système alimentaire et le système, surtout de détection de l'acétonémie subclinique. L'acétonémie subclinique. Voilà, donc nous avons terminé. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va essayer d'entamer les moyens de diagnostic qui sont d'ordre épidémioclinique, individuel et sur le troupeau. Je vous remercie.